tourne à présent du côté d'Hélène Frade. Hélène, dans la presse ce matin, la poursuite des manifestations, d'abord en Arménie, où un grand rassemblement a encore eu lieu ce dimanche soir dans la capitale Erevan pour demander toujours la démission de celui qui est Premier ministre maintenant, Serge Sarkissian. Alors que le pays connaissait hier sa 10e journée de manifestation, la tension est encore montée après l'arrestation du meneur de la contestation, Nicole Pachinian, qui n'a pu que constater son désaccord avec Serge Sarkissian, rencontré le matin même. Une rencontre de 3 minutes en tout et pour tout, selon The Times, qui explique que la colère des manifestants avait commencé à germer longtemps avant ce qui est présenté comme l'élément déclencheur de leur mobilisation, le retour au pouvoir de Serge Sarkissian le 17 avril dernier, plusieurs semaines après la fin de son second mandat. Un retour que ses opposants perçoivent comme la confirmation de leur crainte de le voir s'installer indéfiniment à la tête de l'État arménien. Une possibilité offerte selon eux par la révision constitutionnelle de 2015. Dans la presse également, ces révélations du quotidien français Libération qui affirme que les services de renseignement français ont été tenus informés des activités du groupe Lafarge en Syrie. Libé dit avoir eu accès à l'enquête sur les activités du cimentier français en Syrie, où il aurait contribué au financement des djihadistes en échange du maintien de ses activités dans le pays. D'après Libé, Lafarge aurait donc également renseigné l'État français sur plusieurs groupes armés, dont le groupe État islamique, le groupe dont s'est notamment réclamé Amédi Koulibaly, l'auteur de l'attentat de l'hyper-cacher de la Porte de Vincennes en 2015. Libération qui écrit qu'il n'est pas question, je cite, de jouer les vierges effarouchées, car le renseignement en zone de guerre est rarement une chose éthique. Oui. Juge néanmoins qu'il est moins naïf de s'interroger sur la connaissance par l'État du financement d'un groupe terroriste combattu effectivement par la France au sein d'une coalition internationale. Tous les moyens étaient-ils bons pour maintenir une usine active, transformée en source des services secrets, s'interroge le journal, en prévenant déjà les autorités françaises qu'elles ne pourront pas se contenter, comme c'est souvent le cas, d'un démenti poli. En France toujours, l'Assemblée a adopté hier soir en première lecture le projet de loi Asile-Immigration, texte qui provoque des remous jusque dans la majorité. Le Monde rappelle que le projet défendu par le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, vise principalement à réduire les délais du traitement des demandes d'asile et à accélérer les reconduites à la frontière des candidats déboutés. Un texte autour duquel s'opposent deux visions de l'immigration et de l'accueil en France, selon le journal, qui évoque la surenchère de la droite et de l'extrême droite et les critiques de la gauche qui jugent ces mesures déshumanisante, une opposition qui traverse effectivement même La République En Marche, dont un député a quitté le groupe parlementaire en signe de protestation. Une fracture que reflètent d'ailleurs les analyses opposées du Figaro et de l'Humanité, alors que le premier dénonce, on le voit, une hystérisation du débat par la gauche, notamment par le Parti socialiste, soupçonné de chercher à réveiller son identité en retrouvant un discours moral mis en veilleuse quand il était au pouvoir. Je cite, le second, l'Humanité donc, accuse le gouvernement de bérésina morale, rappelant que les migrations dont l'Europe et la France n'accueillent qu'une infime partie ont deux sources majeures, la guerre économique qui laisse un continent comme l'Afrique comme une terre à piller, et la guerre tout court. Et pendant que le gouvernement ferraille à l'Assemblée, Emmanuel Macron, lui, est donc aux États-Unis pour une visite d'État de 3 jours. On a évoqué tout à l'heure la bonne entente affichée entre le président français et Donald Trump, malgré leurs divergences sur de nombreux dossiers, au point d'éveiller, Damien, les soupçons de politico qui se demandent si Emmanuel Macron aime vraiment Donald Trump ou s'il se joue de lui. Le site évoque la volonté d'Emmanuel Macron de restaurer la grandeur de la France, ce à quoi pourrait contribuer l'amitié de Donald Trump à un moment où le Royaume-Uni est, on le sait, empêtré dans le Brexit et où les relations entre le président américain et Angela Merkel sont loin d'être aussi bonnes que du temps d'Angela Merkel. Allez, on se quitte justement aux États-Unis avec une histoire complètement incroyable. Le Figaro raconte effectivement l'édifiante histoire d'un jeune Américain pour le moins malchanceux, quoique dans la mesure où il a réussi à sortir vivant de ses mésaventures. L'histoire de Dylan McWilliams, 20 ans, qui aurait réussi l'exploit en moins de 4 ans de se faire mordre par un serpent, de se réveiller un matin la tête dans la gueule d'un ours et de se retrouver à 2 doigts de perdre sa jambe dans la gueule d'un requin, la mâchoire d'un requin à Hawaï, où le jeune Dylan a déclaré au Honolulu Star Advertiser que ses parents sont reconnaissants qu'il soit toujours en vie. Oui, on précise qu'il ne l'a pas fait exprès, le pauvre, mais il s'en est échappé. Merci beaucoup Hélène Frade. Avant de refermer cette page d'information, cette information très importante, la naissance du Royal Baby à l'instant. Kate Middleton, l'épouse du prince William, vient donc de donner naissance à un enfant, un 3e enfant.
On n'en sait pas plus pour l'instant, pas de prénom, pas de sexe. Restez avec nous, on en saura peut-être plus dans 4 minutes dans la suite de Paris Direct. A tout de suite.